Parfait, bonjour. Merci d'être venu physiquement, si vous êtes en physique dans cette salle ou en remote. Ce qu'on va faire au cours de cette session, c'est toujours un challenge, parce que dans un monde post-Covid, voilà, les gens interagissent, enfin, on est principalement sur le mode digital. Donc, il y a deux choses, j'ai deux permissions à demander à l'audience. La première chose, c'est la permission d'être direct. Parce que l'objectif étant d'être le plus value add, comme on dit en anglais. Et la deuxième permission que je vais vous demander, c'est de vous poser des questions. Et en fait, comme l'on dit en anglais, the more you put in, the more you get out. C'est-à-dire que plus vous interagissez, plus vous extrayez de la valeur de cette conversation. Ce n'est pas forcément facile en digital, mais c'est utile. Et avant de me lancer, je vais dire deux, trois mots sur moi et Curiosity. Donc, Curiosity, on est une petite boutique d'expertise, d'excellence commerciale. On travaille sur différentes problématiques uniquement sales. Lorsqu'on commence à discuter avec des dirigeants qui ont différents types de dynamiques commerciales, soit une dynamique naissante, soit une dynamique d'accélération, ou alors des équipes qui sont plus établies. Typiquement, le type de problématique qui remonte, ce sont des soucis autour de la culture commerciale qui n'est pas suffisamment robuste. Il n'y a pas une culture du chiffre suffisamment forte, une culture de l'effort, une culture du développement, de la célébration, etc. Des soucis au niveau de systèmes commerciaux qui ne sont pas satisfaisants. Par exemple, ils ont des équipes, leur façon de gérer les équipes commerciales, qui est le sujet d'aujourd'hui, n'est pas suffisamment robuste. Ils me disent les sales managers n'ont pas les clés. Ou alors des sites de recrutement de commerciaux qui leur ont fait une performance digne d'un Oscar, mais qui, 3 à 6 mois plus tard, ne délivrent pas. Donc, ils se disent comment ça se fait que le processus que l'on a en place n'est pas assez robuste. On va y toucher aujourd'hui. Ou évidemment, des soucis d'efficience commerciale. Ils me disent on a des commerciaux qui ont du mal à sortir de leur zone de confort, des cycles de vente trop longs, présentent trop tôt, trop vite, ils ont du mal à poser des questions difficiles, ils se font négocier, etc. J'ai un directeur qui me disait on ne vend pas, on négocie. Okay, voilà, on travaille entre Londres et Paris. Donc, on va se lancer. Pour les gens qui sont venus ou qui ont mis un créneau dans cet agenda, la question c'est quel est le problème? Et donc là, je m'adresse à l'audience digitale ou l'audience physique. C'est quel est le problème? Pourquoi? Et une fois de plus, je peux parler en long, en large en travers de ces sujets, mais si j'ai votre perspective, audience, dites-moi s'il y a des gens qui interagissent. On voit tout un ensemble de choses d'un point de vue d'équipe commerciale, et c'est la raison est que nous vivons aujourd'hui une situation économique et une situation qui est relativement unique. Okay, parce que si on veut mettre en place du changement d'équipe commerciale, il faut qu'il y ait un driver sous-jacent. Qu'est-ce que l'on voit? On voit une situation avec notamment la pression aux États-Unis avec Donald Trump, avec effectivement auparavant, il y avait encore quelques années, comme on dit en anglais, cash was there's a lot of cash, il y a beaucoup d'argent. Maintenant, aller chercher les budgets, c'est beaucoup plus difficile. Auparavant, il y avait une approche vente où on se présentait, on faisait une solution pitch slapping, comme on dit en anglais, et ça suffisait, etc., etc. Et ce qui remonte fondamentalement, c'est que cette époque est révolue. Okay, donc, il y a un besoin, il y a une nécessité, il y a une urgence de changer. Et puisqu'effectivement, aujourd'hui, on est avec la communauté de Finance Innovation, donc il y a le mot innovation. Bien souvent, l'une des questions que je pose, c'est si vous avez un service innovant, quel est le meilleur moyen de vous différencier? Okay, il y a plusieurs façons de se différencier. Il y a l'option d'avoir un très beau site web. Okay, d'ailleurs, nous, on est en train de refaire le nôtre, et donc, associé avec Importance. Donc, il y a la première option de refaire un très beau site web. La deuxième option, c'est parler des case studies. Okay, c'est parler des awards, c'est parler des case studies, on travaille avec X, Y, Z. Et la troisième option pour apporter l'innovation, c'est la qualité des questions posées par l'équipe commerciale.
Et l'une des questions que je pose aux dirigeants ou aux équipes, c'est à votre avis, quel est le plus puissant? Okay. Et fondamentalement, le plus puissant dans mon monde à moi, c'est la capacité à poser des questions intelligentes de la part des commerciaux. Mais pour cela, il y a tout un ensemble de points bloquants auparavant. Okay. Je vais partager un petit peu de data. Mais ce data, ce n'est pas basé sur mon expertise. Ça vient un petit peu évidemment de l'expertise de Curiosity, mais lorsqu'on travaille avec des équipes sur les problématiques mentionnées, on a une approche très data-driven, sales analytique. Et donc, entre autres, on travaille avec le leader mondial des évaluations d'équipes. J'en parle un peu plus un peu plus tard dans cette session. Pourquoi? Parce qu'on dit en anglais, hope is expensive, math is free. Choose math. Okay? Choose math. C'est beaucoup plus puissant. Et pourquoi, dans un contexte effectivement de changement, dans un contexte où il y a beaucoup où aller chercher le budget, aller créer la valeur, c'est de plus en plus difficile. Pourquoi est-ce essentiel d'avoir une équipe commerciale qui soit bien gérée, qui soit bien structurée? C'est parce que si on prend plusieurs wagons, okay, et que l'on met et on les met ensemble, celui qui est en toute tête du train, c'est la locomotive, et ça, c'est l'équipe commerciale. End of. End of. Okay. Ce sont ceux qui payent les salaires, ce sont ceux qui permettent d'avoir une meilleure valorisation, ce sont ceux qui font avancer la machine. Donc, c'est essentiel d'avoir une équipe B2B qui soit bien gérée et bien recrutée en l'avenir. Okay. Donc, qu'est-ce que l'on voit? Qu'est-ce que je vois lorsque j'interagis avec des dirigeants et des dirigeants commerciaux? La première erreur que je vois, c'est ne pas comprendre le rôle d'un sales manager. There's a little bit of confusion. Okay. Il y a un petit peu de confusion. Qu'est-ce que la fonction commerciale? Trop souvent, lorsque j'interagis avec des équipes ou plus exactement des dirigeants, il y a une attente que le sales manager, entre autres, vende. Okay. Or, la vente dans un monde d'excellence commerciale, le sales management, il y a 4 fonctions. Okay. Et ces 4 fonctions principales, c'est de coacher ces équipes, c'est de motiver les équipes, c'est de driver ce qu'on appelle accountability, c'est-à-dire, c'est un mot qui n'est pas très, très utilisé en français. Le mot serait imputabilité et recruter. L'accountability, c'est entre autres choses, réduire le gap entre ce que les gens disent et ce que les gens font. Okay. C'est réduire le gap entre ce que les gens disent et ce que les gens font, développer ce qu'on appelle en anglais the ownership, okay. Et entre autres choses, ne plus accepter les excuses. Okay. Et d'envoyer dans ces 4 fonctions, coacher, motiver, driver l'accountability et recruter, être un manager, il n'y a pas vendre. Il n'y a pas vendre. Trop souvent, alors après, ça va dépendre effectivement de la taille de l'organisation. Lorsque l'équipe commerciale n'a que 1 ou 2 commerciaux, un head-off va naturellement va devoir porter un quota, sauf si vous avez une approche type fractional sales management. Mais à partir du moment qu'il y a 4-5 commerciaux, c'est plus forcément possible. Okay. Donc, la solution numéro 1, c'est recruter un réel sales manager. C'est recruter un réel sales manager qui sait qu'effectivement, vendre, ce n'est pas, être sales manager, ce n'est pas vendre. Et que le rôle numéro 1 d'un sales manager, c'est de développer des héros. Ce n'est pas d'être un héros, mais de développer un héros. Et notre expérience, elle est partout pareille. Tous les gens avec qui je travaille, qui font ce que je fais en UK, en US, etc., on a tous le même discours. Un sales manager peut faire exploser les chiffres d'une organisation. C'est un petit peu, en anglais on dit le linchpin, c'est la clé de voûte d'une organisation commerciale. Mais trop souvent, ce sont des gens qui sont pris à gérer le day-to-day et gérer des choses qu'ils ne devraient pas gérer. Okay. Donc, recruter un réel sales manager. Le problème est effectivement, c'est que est-ce que vous connaissez les pensées limitantes de vos sales managers?
puisque la vente, it's a mindset game, it's a mindset game. Et ne pas connaître les pensées limitantes d'un sales manager limite l'efficacité de cette fonction. J'ai un livre blanc, j'en ai listé 40. Je vais en parler par exemple d'une pensée limitante, c'est que je dois être ami-ami avec mes commerciaux, qui est une pensée limitante similaire à celle que les commerciaux ont. Je dois faire ami-ami avec mes prospects. La relation est naturellement importante, mais ce que les commerciaux doivent aller chercher avec leurs prospects, ce que les sales managers doivent aller chercher leurs commerciaux, ce n'est pas la relation ami-ami, elle vient derrière, c'est le respect. C'est trust. Okay? Puisque lorsqu'un sales manager a le respect et la confiance de son équipe, il va avoir la relation. Okay? La deuxième erreur, c'est de ne pas savoir exactement ce que l'on cherche à développer chez un commercial. Okay? Lorsque je pose la question, quelles sont les compétences d'un A-player, d'un commercial puissant, si je vous demandais, quel est si je te demandais pour toi un bon commercial, c'est quoi? Qu'est-ce que tu... Je dirais parmi les qualités qui me semblent importantes, la capacité à poser des bonnes questions et à qualifier correctement d'entretien de vente, déjà pour commencer. Vous avez une perspective? Non? OK. Alors, poser les bonnes questions et qualifier, c'est vrai. Ma perspective, c'est que les réelles bonnes compétences d'un commercial, effectivement, alors là, on ne voit pas très bien, il y a effectivement ce qu'on appelle qualifying, il y a ce qu'on appelle consultative selling. Ce sont effectivement les compétences tactiques. D'accord, ce sont effectivement les compétences tactiques. La vente, c'est un rôle qui est absolument unique. Et comme je le disais un peu plus en amont, c'est the mindset game. Donc, qu'est-ce que l'on met dans un mindset d'un bon player? C'est tout d'abord une volonté de réussir en vente. Une volonté de réussir en vente. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, trop souvent les commerciaux, je cherche encore la personne qui a 13, 14, 15 ans, dit moi plus tard, je veux faire AE. Moi plus tard, je veux être un commercial. Okay? Ou moi plus tard, je veux être SDR. Okay? Ça n'existe pas. Okay? La réalité, c'est que les gens vont à l'université, ils se font former, ils ont un diplôme, ils sortent de l'université, ils cherchent un travail et ça recrute dans la vente et ils arrivent en vente. Okay? Donc, il y a un certain, tout d'abord, on arrive un petit peu dans la vente un peu par hasard et puis il y a un stigma attaché à la fonction. Donc, réussir, avoir envie de réussir dans le métier de la vente, c'est un critère clé. Et il y a plusieurs choses, dont notamment l'engagement, la capacité à tout faire pour réussir, tant que ce soit éthique, naturellement. Mais ces aspects de will to sell, volonté de vendre, est important. Et la deuxième chose qui est importante, c'est une sorte d'ADN de vente. Et l'ADN de vente, il y a plusieurs éléments, dont la capacité à discuter l'argent, les croyances, ce qu'on appelle en anglais supportive beliefs, les croyances supportantes, la mise en place d'un processus et la mise en place d'une méthodologie, ou alors capacité à gérer la rejection, etc. Toutes ces choses-là sont absolument fondamentales. Parce que, par exemple, si dans l'équipe, on a quelqu'un qui, en tant que pensée supportive belief, pensée supportant son opération, et qu'il y a quelque chose comme « je dois éduquer mon prospect ». Okay. Je dois éduquer mon prospect. Et eh bien, on peut lui apprendre toutes les techniques et les stratégies de consultative selling, de vente consultative. S'il est convaincu qu'il doit éduquer son prospect, la première chose qu'il va faire, pitch slapping. Okay. Donc, comprendre l'ADN de vente, la vente et la vente sont essentiels pour développer des A-players. Voilà, j'ai donné quelques exemples. Un A-player n'a pas de besoin d'approbation. S'il a un fort besoin d'approbation, il va avoir du mal à challenger son interlocuteur. Les pensées limitantes, on vient en parler. Qualifying, effectivement, comme tu le disais, quelqu'un va envoyer des propals trop tôt. S'il a un commitment ou un engagement qui n'est pas suffisamment fort, il va juste faire les choses dont il est confortable. Alors, la différence entre un A-player et un B ou un C, c'est qu'un A-player fait ce qu'il n'a pas envie de faire.
Okay. L'erreur 3 que l'on voit d'un point de vue gestion d'équipe commerciale, et ça a toujours été le cas, mais en 2025 et dans les années à venir, ce sera encore plus, c'est ne pas avoir de rythme de coaching robuste. Par exemple, dans l'audience, si Remote, Marilou, je ne sais pas si les gens vont répondre, bon, mais si vous avez des équipes commerciales, est-ce que vous avez, et que je viens aujourd'hui dans votre organisation, et que je vous demande, montrez-moi dans le calendrier de vos managers commerciaux, montrez-moi le rythme de coaching, les dates, les créneaux bloqués dans dans les agendas de vos commerciaux et de vos gestionnaires d'équipe qui sont dédiés au coaching. Okay? Chances are, okay, je ne sais pas si c'est le cas dans l'audience, mais ce que l'on voit trop souvent, c'est qu'il n'y a pas ce rythme de coaching. Okay. Le coaching, ça se fait un petit peu par hasard, ça se fait entre deux, dans un ascenseur, ce n'est pas structuré, ce n'est pas robuste, et donc effectivement, les équipes ne se voient pas. Donc, par exemple, lorsque on commence à travailler avec des organisations, on essaie de comprendre, on fait un certain nombre d'analyses, on fait une sorte d'IRM des équipes commerciales, et on regarde quand est-ce que le coaching a lieu et sur quoi il a lieu. Et inévitablement, le coaching, il a lieu à la demande, c'est un exemple spécifique, à la demande dans 36% du temps, jamais 7% du temps, une fois par mois, 30% du temps, une fois par trimestre, une fois par trimestre dans 20% du temps et 2 fois par semaine dans 7%. Okay. Donc, si je fais la somme, dans 93% des cas, ça arrive soit entre jamais, une fois par trimestre, une fois par mois, etc. Alors que cela devrait être structuré et cela devrait être entre 50 et 60% du temps du sales manager. Okay. Et donc, on a une problématique au niveau de la fréquence, mais on a une autre problématique classique, c'est au niveau du sujet sur lequel les sales managers se focus. Et ce que l'on voit, c'est que de façon traditionnelle, les sujets sont autour de proposal help, okay? Donc des sujets du comment je vais faire ma propale, et des sujets techniques. Donc c'est infréquent, c'est pas suffisamment robuste, c'est pas structuré, et les sujets sur lesquels le coaching se porte ne sont pas forcément les bons. Okay? Donc la solution 3, c'est évidemment arrêter de traiter le coaching comme un nice to have, okay? Et avoir des réels plans de coaching qui soient personnalisés sur les compétences de l'individu, sur son mindset, et de développer et de traquer et de mesurer. Absolument game changer. Okay? Tous les chiffres le prouvent, c'est 20% d'amélioration, voire plus, sur l'efficacité des commerciaux. Et je recommande aussi effectivement avoir une approche digitale. Si c'est des sujets qui sont importants pour vous, dites-le moi. Je veux bien bloquer un moment pour en discuter. L'erreur numéro 4 que je vois aussi, c'est penser que Medic ou n'importe quel autre framework est la solution, que ce soit Medic, Medpeak, Bant, whatever. Okay. Est-ce qu'il y a des gens dans l'audience qui sont familiers, Marilou, avec Medic? Parce que les gens sont timides derrière leurs écrans. Les gens sont très timides. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont familiers avec les structures de Medic? Fondamentalement, j'ai encore vu un post sur LinkedIn hier d'un VP Sales of States qui mentionne qu'effectivement, voilà, et on est très, très alignés, Medic, c'est quelque chose qui est très seller-centric, c'est centré sur le commercial. C'est déjà forcément mieux que pitch slapping, mais c'est centré sur le commercial. Ce n'est pas buyer-centric. Okay? Et qui plus est, Medic, c'est une framework, c'est un ensemble d'informations qu'il faut aller rechercher, mais ce ne sont pas des systèmes. Ce qui est important en vente, ce sont les systèmes qui sont mis en place. Ce sont les évaluations pour comprendre les capacités des commerciaux. C'est effectivement comprendre, avoir un processus de recrutement qui soit robuste, puisqu'en anglais, on dit « you are who you hire ». Et puis, ce sont tous les systèmes qui entourent les commerciaux, que ce soit la méthodologie, que ce soit l'onboarding, que ce soit le coaching en place, que ce soit le renforcement, etc. etc.
Deuxième chose, c'est une autre erreur que l'on voit souvent, sont les stratégies de questions qui sont mises en place. Comme je le disais un petit peu plus tôt, la meilleure façon de se différencier, c'est effectivement d'avoir de bonnes questions. Okay, c'est d'avoir de bonnes questions. Puisque quel est le concurrent numéro un des équipes commerciales? Quel est le concurrent d'un commercial? Concurrent numéro un d'un commercial, c'est de ne rien faire. Okay, c'est le statu quo. Et si on se place dans la perspective d'un commercial ou d'une entreprise qui a un bon produit, qui a un produit innovant, ne rien faire, qui est innovant, qui apporte une solution, qui résout un problème, ne rien faire, c'est tout simplement accepter la médiocrité. Okay, donc, le concurrent numéro un de vos équipes commerciales, c'est la médiocrité chez vos prospects. Et les stratégies de questions, eh ben forcément, les stratégies de questions, ce n'est pas forcément les questions qui sont centrées sur, comme on le disait un petit peu plus tôt, sur du médic. Ce sont des questions qui sont un peu plus smart. Un exemple, est-ce que vous êtes satisfait de la performance de vos équipes de vente? Une question qui a été posée en 2021 avec Vistage. Et donc, dans ces cas-là, il y a 66% des gens qui répondent oui. Mais ça, ce n'est pas une bonne question. Si on pose une question qui est un peu plus futée, c'est combien, parmi elles, combien sont celles qui ont est-ce qu'elles ont dépassé leur quota? Il y en a 33% qui répondent oui. Okay, ça, c'est déjà une meilleure question. Mais une question qui est encore plus intelligente, c'est pour quelles autres équipes que celles de vente accepteriez-vous ce niveau de performance? Okay, parce que notre job de commercial, c'est fondamentalement de challenger notre interlocuteur et fondamentalement, de façon ronde mais ferme, lui faire comprendre la situation qui n'est pas idéale pour lui, mais ceci, on le fait par des questions, on ne le fait pas par une présentation. Okay, donc, mais pour ça, il faut effectivement, c'est pour ça que l'on parle de besoin d'approbation ici, puisque poser une question comme celle-ci, il ne faut pas chercher à se faire approuver par son interlocuteur. On était hier dans un dîner avec un senior executive d'une grosse organisation américaine, et il dit c'est récurrent. Ils ont du mal à faire en sorte que leurs commerciaux posent des questions directes et rondes mais fermes à leurs prospects. Erreur numéro 6, c'est ne pas savoir comment les commerciaux vendent et ne pas les aider. Okay, je prends l'exemple on va parler un petit peu de technologie, on va parler CRM. Si on prend un CRM, celui-là qui est fortement connu, on regarde un processus, on voit des cartes, okay, et on ne voit pas forcément, ça ne réplique pas dans le CRM le processus et la méthodologie que les commerciaux doivent suivre. Okay, donc, très souvent, l'une des frustrations qui remontent de la part des CEO, c'est ils ont du mal, ils remplissent pas le CRM. Pourquoi? Parce que le CRM est vu comme quelque chose qui est là pour contrôler les équipes plutôt que les aider. Une approche qui est un petit peu plus appropriée, c'est de répliquer méthodologie, processus, milestone et du contenu au sein du CRM pour encourager tout d'abord les commerciaux à vivre dans leur CRM et deuxièmement, pour les aider à adhérer au processus, adhérer à la méthodologie, un processus qui soit jalonné et mettre en place une culture commerciale qui soit basée sur le développement continu, avec de la vidéo, avec du contenu, avec du texte, etc. etc. Okay, donc, c'est essentiel. Une autre erreur que l'on voit dans la gestion des équipes commerciales, et là, c'est dans la mise en place et dans le recrutement, c'est recruter comme si on était en 1985. Flash News, on est en 2025. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, j'imagine que ce n'est pas le cas dans vos organisations, mais croyez-moi, il y a encore aujourd'hui des organisations qui recrutent des commerciaux basés sur un outil comme le CV. Si, il y a des gens qui choisissent de parler ou de ne pas parler à un candidat basé sur un CV. Un CV, c'est quoi? C'est bien, mais c'est un outil de marketing. Okay, une fois de plus, ce qui est fondamental pour réussir en vente, ce n'est pas ce qu'il y a sur le CV, c'est ce qu'il y a entre les deux oreilles. Okay, commencer par le CV introduit tout un ensemble
de biais, ou enfin, bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ce n'est pas un outil adapté à un recrutement de commercial. Et donc, si on regarde les études, 30 ans d'études de metadata analyse sur la relation, la corrélation entre la méthode de recrutement et la validité de la production, si on regarde où se trouve le CV, où se trouvent les choses comme les entretiens classiques, il y a 20% de corrélation entre CV, entretien et la performance de la personne qui est recrutée. Une approche qui est bien plus puissante, c'est notamment d'évaluer avant même de toucher le CV sur les compétences qui sont importantes. Et la data est claire. 70% des vendeurs qui sont, puisque je crois que j'en parle là effectivement, si on évalue tôt dans le processus basé sur les compétences, sur différents systèmes d'évaluation, on est capable de manière non biaisée et data et data-driven, d'une façon data-centric, de savoir exactement quelles sont les personnes et prédictives, quelles sont les personnes qui sont recommandées pour un entretien, celles qui valent la peine de discuter ou celles qui ne sont non recommandées. Et la data est telle que 70% des gens qui sont non recommandés, comme l'on voit ici, et qui sont quand même recrutés, finissent par être licenciés dans les 6 mois. Okay. Par contre, en cas d'embauche, 71% des candidats qui sont recommandés, donc sur cette, comme on montre ici, et qui sont recrutés avec un bon sales manager, avec un bon onboarding, etc., ils ont 71% de chances d'être parmi les top performers des équipes commerciales. Okay. Mais pour cela, il faut vivre en 2025, pas en 1985, en utilisant un CV. Erreur numéro 7, et là je vais peut-être un peu prêcher pour ma chapelle, mais c'est de ne pas investir dans les compétences des commerciaux. Une fois de plus, la vente, c'est le métier le plus difficile de votre organisation. Vous recrutez un commercial aujourd'hui, vous recrutez un marketeur, un technique, un finance, qu'importe. Okay, mais vous recrutez un commercial et quelqu'un d'autre. Quelles sont les dynamiques qu'ils vont rencontrer au sein de votre organisation? Ils vont rencontrer la réjection, de l'hostilité, ils vont devoir parler argent, ils vont rencontrer de la concurrence, y compris la concurrence de la médiocrité et de rien faire et du statu quo. Ils ne vont pas contrôler le résultat final de la conversation, puisque quand on est commercial, on ne contrôle pas l'output, on l'influence, mais on ne le contrôle pas, etc. etc. Et donc, c'est un métier unique, c'est un métier où le mindset est clé. Et gérer le mindset et gérer les compétences d'un commercial est absolument essentiel. Et parfois, on me demande, quel est le case study ou quel est le ROI d'un investissement? Okay, ça va varier évidemment pour chaque organisation. Et j'ai l'article, je peux vous envoyer si vous voulez, j'ai écrit un article là-dessus. Mais 10% d'amélioration des compétences d'un commercial peut amener à 33% d'amélioration des revenus. Je fais un petit exercice. Si on commence avec 10 opportunités qui sont générées par un commercial, 10% de plus, ça fait 11, un de plus. Okay, si la taille du deal, elle passe de 25 et on rajoute 10%, la taille du deal post-amélioration, elle est à 27,5. Si la valeur totale des opportunités initialement était de 250K, 10 fois 25, le post-amélioration, c'est 302,5K. Okay, et si le taux de closing était à 30% initialement, si on augmente de 10%, ça fait 33%, etc., etc. Et on arrive à 33% de revenus d'amélioration avec une simple amélioration de 10% des compétences du haut de la prospection jusqu'en bas au closing. Voilà, je m'arrête ici. Marie-Lou, s'il y a des questions, dites-le moi. Curious to know more. Okay, la curiosité est un bon défaut. Si vous voulez prendre, vous pouvez me contacter par ce QR code. Et si vous avez des questions sur les différents points, dites-le moi. Et si ces sujets sont importants pour vous, si et seulement si ces sujets de performance commerciale sont importants, et si vous n'avez pas complètement abandonné l'idée de faire en sorte que vos équipes aient les résultats qu'ils méritent. Merci bien, à bientôt, au revoir.